Arc Jaya, chapitre 218. On commence sur un flashback. Robin remet à Cobra l'antidote du poison de Crocodile. Le roi, intrigué, lui demande pourquoi elle a menti, puisque la stèle relève tout sur l'arme antique et son emplacement. Robin lui avoue qu'elle n'a jamais eu l'intention d'aider Crocodile. Pour Cobra, son comportement n'a alors aucun sens. All Sunday explique que ses recherches visent un seul but, le Rio Poneglyph, le seul capable de révéler la véritable histoire. Après 20 ans de fuite et d'échecs, c'était sa dernière piste. Épuisée, elle confesse qu'elle était prête à mourir, les larmes aux yeux. Cobra tente d'en savoir plus, mais ils sont interrompus par Luffy qui les tire hors des ruines. Retour dans le présent. Elle dit: tu m'as sauvé alors que je voulais mourir. Et comme je n'ai nulle part où aller, je te demande de me garder sur le bateau. Luffy dit: ok, tu peux rester. L'équipage est pas très chaud, mais Luffy leur dit qu'elle n'est pas méchante, faites-moi confiance. Elle passe une sorte d'entretien d'embauche où on apprend qu'elle est archéologue depuis qu'elle a 8 ans et que depuis sa tête a été mise à prix et pendant 20 ans elle a échappé au gouvernement mondial et que sa spécialité c'est l'assassinat. Elle se fait accepter en faisant rire Chopper, Luffy et Usopp. Nami avec de l'argent et Sanji... Il y a que Zoro qui reste méfiant malgré le sourire de Robin. Alors qu'il décide de la prochaine destination, un galion tombe du ciel. C'est un peu la panique, mais aucun blessé. Puis, Nami se rend compte que le log pose pointe vers le ciel, pensant qu'il est cassé. L'archéologue explique que l'aiguille pointe juste vers une île céleste. Chapitre 219. Évidemment, Luffy s'excite pour y aller. Robin explique que c'est pas une île qui flotte dans les airs, mais la mer sur laquelle elle repose. Nami insiste disant que c'est pas possible et que le log pose est juste détraqué. Non, affirme l'archéologue. Le log pose fonctionne. Le problème, c'est de savoir comment se rendre sur l'île. Et que pour rappel, tu dois jamais remettre en doute la direction de l'aiguille sur Grand Line. Il faut remettre en question le sens du mot normalité. Pendant que Luffy et Usopp font les cons sur la carcasse du bateau, le reste de l'équipage a repêché un cercueil. Et là, tout le talent d'archéologue de Robin est mis à contribution. Et on apprend du cadavre qu'il a environ 200 ans et que c'était un galion d'exploration du nom de Saint-Brice, qui venait de South Blue, du royaume de Brice. Et que concrètement, il a dû errer tout ce temps dans le ciel et qu'il doit avoir des super archives dedans. Entre temps, Luffy et Usopp sont repêchés parce que le bateau a coulé. Mais ils ont chopé un truc. Une île de la carte céleste du nom de Skypiea. Donc là, c'est l'embrouille entre Nami qui pense peut-être que c'est une fausse carte et dans tous les cas qui ne sait pas comment y aller et Luffy. Du coup, ils vont chercher des indices, infos dans le Saint-Brice grâce à Usopp qui a créé des scaphandriers pour Luffy, Usopp et Sanji qui plongent. Pendant leur descente à la surface, il y a un bordel musical et un navire colossal qui arrive, avec un singe et des bananes sur la coque commandé par Masira, un homme qui ressemble fortement à un singe, et spécialisé dans le repêchage de bateaux. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma communauté. Il a une prime de 23 millions de berries. Il prévient que c'est son territoire de repêchage et n'espère qu'ils n'ont pas l'intention de toucher au bateau. Nami, flairant l'opportunité, lui demande une démonstration pendant qu'il donne ses ordres. Entre temps, les hommes de Masira qui avaient déjà plongé se sont fait tabasser. Et heureusement qu'il est teubé. Il commence à crier sur notre équipage, avertissant qu'il y a du monde en bas, tandis que nos 3 explorateurs atteignent l'épave. Chapitre 220. Notre groupe essaye de gagner du temps devant Masira, qui essaye de faire bonne figure. Son équipage plonge. Pendant ce temps, les 3 autres font de l'urbex et trouvent un coffre, mais des crochets se plantent dans la coque du bateau. La figure de proue en forme de singe commence à descendre. Et en fait, c'est un système de grue avec des cymbales. Et grâce à son souffle injectant de l'air dans la carcasse et un mécanisme bien rodé de son équipage, l'épave remonte doucement. Masira apprend qu'il y a des intrus et nos 3 scaphandriers, alors qu'ils sont dans une bulle d'air et parlent, voient un Masira rentrer en défonçant la coque et à se foutre sur la gueule. Luffy est surpris de voir un singe et Masira le prend comme un compliment. Et la conversation s'engage entre les deux capitaines, mais un monstre marin fait qu'une bouchée de l'épave. Chapitre 221. C'est la panique sur les 2 bateaux. Tout le monde s'active pour sauver le petit groupe. Les câbles reliant les scaphandriers étant coincés dans la gueule du monstre, il attire aussi les navires. Et l'affolement laisse place à l'incompréhension. La nuit est tombée d'un coup. Puis, Luffy est éjecté hors de l'eau, sur le pont, accompagné de Sanji et Zoro, chargés par des baluchons qui expliquent qu'un singe qui tapait la conversation avec Luffy a complètement pété les plombs quand il a vu qu'il prenait des objets sur son territoire. Le reste de l'équipage présente qui est Masira et son taf, et sont choqués pour la tortue qui a la bouche ouverte depuis tout à l'heure. C'est alors que le capitaine simiesque sort de l'eau et atterrit sur le bateau prêt à en découdre. Parce que dans les baluchons, il y avait des trésors. Et là, le choc général. Même la tortue déjà gigantesque est choquée parce qu'elle voit des monstres titanesques en forme d'humain avec des ailes et lances. Et ça commence à ramer comme jamais pour ce garave de là. Puis, une fois écarté de la zone, de nouveau à la lumière, notre équipage se dit, ça fait beaucoup en une journée. Entre le galion qui tombe du ciel, le log post qui pointe vers le haut, un macaque spécialiste en repêchage, la tortue géante, la nuit qui tombe d'un coup et les monstres titanesques, puis Masira assis à leur côté confirme. Réalisant qu'il est là, il se fait éjecter. Chapitre 222.
L'équipage souffle un peu enfin. Nami crie sur ses 3 plongeurs parce qu'ils n'ont rien ramené d'intéressant, que ça soit en information ou en valeur. Et Robin lui tend un éternel pose en direction de Jaya qu'elle a dérobé sur le navire du singe. Luffy se fait engueuler par Nami en demandant s'ils se rendent bien là-bas, parce que c'est à lui de décider. Le capitaine hurle de mettre les voiles en direction de Jaya, mais Usopp fait remarquer que s'ils font ça, le log pose va changer de direction. Donc là, c'est un peu le débat pour savoir quoi faire. Il est conclu d'aller à Jaya vite fait, prendre des informations et repartir avant que le log pose change de direction. En direction de l'île, alors que Chopper regarde des mouettes voler paisiblement, elles se font abattre par un fusil. Enfin, c'est ce qu'il dit. Tout le monde est sceptique parce qu'il n'y a aucune île à l'horizon. À l'ouest de Jaya, un homme avec un sniper sur le toit est le tireur. Notre groupe est excité à l'approche de la côte et se rend compte que les bateaux qui mouillent le port abordent tous un pavillon pirate. C'est une ville de non-droit du nom de Mocktown où la marine ne met pas les pieds et où les pirates grouillent. On découvre une sorte de catcheur qui a gagné un duel face à un membre d'équipage d'un certain Roshio, qui sera un dingue parce qu'il a massacré un homme pour avoir perdu aux cartes. Roshio l'exécuteur, de son surnom, joue aux cartes dans une taverne avec une prime de 42 millions de berries et vient de gagner contre un homme qui l'accuse de triche en lui plantant son poignard dans la main. Cette personne est Bellamy la hyène, avec une prime de 55 millions de berries accompagnée de Sarkis qui éjecte facilement l'homme à travers un mur. Chapitre 223. Zoro et Luffy accompagnés? Non. Nami va les surveiller. Comme la ville est pleine de pirates, elle a peur qu'ils se battent ou qu'ils fassent des conneries. Les autres, de peur, supplient Sanji de rester sur le bateau pour les protéger et Robin, on sait pas. En ville, il croise un homme qui tombe d'un cheval et a l'air en très mauvaise santé, au point qu'il crache même du sang et son cheval, c'est la même. Pour remercier les gars de les avoir aidés, il propose des pommes. Mais hormis Luffy qui les gobe, Nami et Zoro savent qu'il y a un truc louche. En effet, des mecs qui en ont pris 5 minutes avant viennent d'exploser. Il dit à Luffy qu'il a de la chance. Sinon, s'il en avait pris une mauvaise, ça aurait été fatal. Bref, ils continuent leur chemin, croisent le catcheur et finissent par atterrir sur un petit resort hôtel sympa. Le gérant, plein de manières, leur demande de partir immédiatement, car l'hôtel entier est loué par l'équipage de Bellamy. Big Knife Sarkis, le vice-capitaine de l'équipage de Bellamy avec une prime de 38 millions, arrive accompagné d'une femme. Cassez-vous, dit le couple en les prenant de haut. Au début, Luffy demande s'il peut lui éclater la gueule. Logique, elle dit non, parce qu'elle est quand même venue pour les surveiller. Et Sarkis les traite de clochards et leur jette des billets par terre. Les regards de Nami et Zoro sont méprisants, et Luffy veut ramasser les billets, mais elle l'attrape par la gueule et se barre vexé. Puis, l'un des gars de Bellamy lui dit qu'il devrait faire gaffe. Lui aussi est recherché en lui montrant l'affiche. On découvre l'équipage qui se dit que notre groupe ne sera pas à la hauteur pour la nouvelle ère, et Sarkis veut montrer l'avis de recherche à son capitaine. Pour info, on apprend que si la ville fonctionne, c'est parce que les pirates ne s'en prennent quasi jamais aux habitants, parce que ça leur permet d'avoir un lieu pour les accueillir, malgré qu'entre eux, ils s'entretuent. Dans une taverne avec une bonne ambiance, on retrouve Nami, Zoro et Luffy. Ils apprennent du barman qu'il faut 4 jours au log pause pour se recharger. Luffy, assis à côté d'un beau bébé, se met d'un coup à hurler en direction du tenancier. L'homme trouve la tarte délicieuse, notre héros la trouve dégueulasse. Petit blanc, ils se regardent, descendent leur shop, puis ont la réaction inverse sur la boisson. Et là, ça commence à devenir électrique, à la limite de savoir pour se battre qui va prendre le plus de plats à emporter. Il va demander à Luffy si c'est un pirate et sa prime. Il répond oui, 30 millions de berries. L'homme ne va pas le croire. Et une fois qu'il s'en va avec ses plats, alors qu'il sort, il croise Bellamy, qui rentre et demande s'il y a un pirate avec un chapeau de paille. Chapitre 224. On découvre la zone où a eu lieu l'humiliation de Roshio. On dirait que le lieu a été bombardé. Dans la taverne, le silence complet. Les yeux sont rivés sur Bellamy qui avance vers Luffy après lui avoir dit « c'est moi ». Les gens sont surpris de savoir qu'il vaut 30 millions de berries comme si c'était une blague. Une fois au comptoir, il commande à boire et paye son verre à Luffy. Pendant que l'équipage de la hyène débarque en critiquant le bar et la clientèle. Et on voit pourquoi Sarkis est appelé Big Knife, à cause de ses lames. On les voit assommer des clients juste pour prendre leur place comme c'est plein. L'ambiance est malsaine. Les autres pirates les regarde mauvais, mais personne ne bouge. Luffy, juste avant de prendre sa première gorgée, dit « T'es un chic type en fait ». Bellamy fracasse la gueule de Luffy sur le comptoir qui explose. Zoro dégaine et place immédiatement la lame sous le cou de la hyène. Luffy est chaud pour le goumer. Bellamy dit que c'est pas un duel, mais un test. Là, Nami demande à haute voix au tavernier s'il connaît un moyen de se rendre sur l'île Céleste. Énorme blanc, puis fou rire général. Tout le monde se fout de la gueule mettant Nami dans l'embarras. Bellamy rigole que c'est une vieille légende et qu'ils sont crédules. Que chaque mystère a été résolu un à un comme le Knock-Up Stream. C'est un courant qui envoie les bateaux pris dans le ciel avant de s'écraser sur l'océan. Il dit qu'à l'époque ils se sont imaginé ça, mais c'était des teubés parce qu'à chaque phénomène il y a une explication. Et les rêves, ça sera bientôt aussi le cas. Il ajoute déçu que de base, il voulait l'intégrer à son équipage. Mais maintenant qu'il sait qu'il croit au conte de fées,
Et il continue en expliquant que le temps où les pirates pouvaient avoir des rêves comme le One Piece, c'est révolu. Ces mecs-là sont juste des abrutis qui sont morts à la poursuite d'un rêve. Une vaste blague. Et que les gens comme ça le rend fou. Il termine son discours en éclatant une bouteille sur la tête de Luffy qui finit allongé au sol. Bellamy reprend son discours comme quoi les mauviettes comme lui ternissent l'image des pirates. Pendant que le bar jette leur conso sur Luffy pour l'humilier encore plus en lui disant de dégager. Pour Nami, c'est trop. Elle lui dit tu peux rompre ta promesse. Alors que Luffy se relève et il dit à Zoro surtout rentre pas dans leur jeu. Ça vous rappelle Chi? Chapitre 225. Le chapitre est important. Luffy et Zoro se font humilier devant les gens qui s'attroupent pour voir la scène. Nami ne comprend pas pourquoi ils ne les défoncent pas. Bellamy enfonce le clou en disant qu'ils n'ont pas d'honneur, des moins que rien, etc. Ils se font même cracher dessus. Puis finissent par les éclater contre un mur. Sakis demande à Nami combien elle est à vendre. Elle va répondre désolé, et dans un équipage de minables comme le vôtre, mes talents seraient gâchés. Alors qu'elle sort en traînant Luffy Zoro, puis une voix s'élève. L'île céleste existe. C'est l'homme qui était assis à côté de Luffy qui mange ses tartes en pleine rue. Il dit tes amis ont gagné, à la surprise de Nami. Luffy, au sol, se rappelle les paroles de Shanks et son frère. Tu as du cran, vu la réplique que tu as sortie, alors que le capitaine et son second se relèvent stoïques. L'homme enchaîne. Leur prétendu nouvel ère, c'est de la merde. Puis il se met à hurler. L'époque où les pirates pouvaient rêver est bientôt terminée. Jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. À l'intérieur, le bruit se fait entendre. Puis, alors que tout le monde va de son petit commentaire parce que l'homme hurle en pleine rue, il continue. Ah, surmonter les moqueries, c'est pas facile. Laissons-les rire. Il y a des combats on gagne pas avec les points. Zoro commence à se barrer et Luffy le regarde, toujours silencieux. Nami, intrigué par son comportement, l'homme se relève et finit par bonne chance, j'espère que vous réussirez à atteindre l'île avant de partir. Alors que notre trio s'en va, Nami dit il est bizarre ce type. Luffy va dire pas ce type. Elle comprend pas. Zoro enchaîne ces types, laissant Nami dans l'incompréhension. Au bateau, Usopp le rafistoque comme il peut et ça commence à s'engueuler avec Sanji qui pense que le bateau est trop endommagé et qu'il faudrait changer. Au loin, on entend une mélodie familière. Chapitre 226. Les gars restant sur le bateau sont sur le cul de voir Zoro et Luffy dans un sale état. Nami est hors d'elle au point de terroriser l'équipage alors que pour le duo c'est déjà oublié. Robin arrive avec un nouveau look et des infos. Précisément une carte qui indique où habite un paria du nom de Mont Blanc Cricket qui habite à l'est de l'île. Elle explique qu'il a été chassé de la ville pour avoir raconté ses rêves. En mer, on découvre un équipage de plongeurs bizarres avec un sonar et ils vont finalement détecter le Going Merry. Puis on découvre un nouveau galion avec un singe. D'ailleurs, Usopp et Chopper confirment avoir vu l'autre qui est bien originaire de l'île. On nous présente un nouveau capitaine de repêchage du nom de Shoujo avec une prime de 36 millions de berries. Pour faire simple, l'échange est pas ouf et le singe finit par s'énerver surtout qu'il apprend qu'ils ont botté le cul de Masira. Il utilise une attaque sonar qui commence à casser les réparations du Merry qui n'est déjà pas en bon état. En ville, les gens parlent de Robin, comme quoi elle demande des infos sur Cricket et comme quoi elle est forte. Puis ils parlent d'un lingot et Bellamy, en train de boire, entend la conversation et souhaite rencontrer ce fameux Cricket. Chapitre 227. Notre équipage est en pleine réparation du Going Merry. Zoro, à son tour, pense qu'il faut changer et Luffy dit que c'est un compagnon à part entière et qu'il faut en prendre soin. Arrivé sur l'emplacement de la croix, il découvre un château, enfin une plaque en bois et sa demi-maison est collée à l'arrière. Robin explique que s'il a été viré, c'est parce qu'il racontait qu'apparemment des montagnes d'or étaient cachées sous la ville. Luffy s'incruste dans la demi-maison mais Mont Blanc n'est pas là. Nami trouve un livre qui s'intitule Norland, le roi des menteurs. Sanji réagit en disant que le conte est connu de tout North Blue et que c'est là d'où il vient. C'est un livre pour enfant et la personne a vraiment existé. Le livre raconte qu'il y a 400 ans, un homme, donc Norland pour ceux qui n'ont pas suivi, vivait sur North Blue. C'était un explorateur et ses histoires étaient tellement incroyables qu'on se demandait s'il ne les avait pas inventées. Un jour, en rentrant de voyage, il dit à son roi qu'il a découvert une île avec une montagne d'or. Le roi partit accompagné de 2000 hommes pour en avoir le cœur net. Et après maints périples, il débarque sur une île mais elle est déserte et point d'or. Il est condamné à mort pour ses mensonges et ses dernières paroles étaient « Je sais, la montagne a dû s'enfoncer dans la mer ». Plus personne ne crut Norland qui n'a eu cessé de mentir toute sa vie. En ville, Bellamy et son équipage sont hilares de savoir que le descendant de Norland est Mont Blanc Cricket et que ce conte servait à faire peur aux petits enfants. Si tu mens, tu seras exécuté. La hyène se dit qu'il est ridicule de vouloir laver la réputation d'un mythomane depuis 400 ans et que c'est juste des guignols de famille. De retour sur nos pirates, Luffy se fait embarquer dans la mer et un homme avec un marron sur la tête sort de l'eau en position de garde. C'est Mont Blanc Cricket qui commande les forces spéciales simiesques. Sanji se jette sur lui et le duel est intense pendant que Usopp se jette à l'eau pour sauver son capitaine. Puis, d'un coup, le marron s'écroule. On les retrouve chez lui et Chopper explique que c'est un accident de décompression, un truc qui touche les plongeurs et qu'en gros, le changement de pression crée des bulles d'air dans le corps. Il pense que cet homme plonge tous les jours sans ménagement. Et accroché au mur de sa demi-maison, on voit un portrait où il est accompagné de Masira et de Shoujo. Ah oui, la maladie peut être mortelle. Chapitre
228. Les frangins singes débarquent dans la maison. Au début, ils sont hostiles, mais ça devient très vite pote quand ils apprennent qu'ils soignent leur patron, comme ils l'appellent. Pendant la conversation, Shoujo est surpris de comment ils ont fait voler son frère à coups de pied. Luffy lui dit « Toi aussi tu peux le faire ». Au même moment, il dégage son frangin à coups de pied. Cricket se réveille et s'excuse en disant qu'il les a pris pour des chercheurs d'or. Luffy demande comment se rendre sur l'île Céleste. Montblanc tape une barre, et à sa réaction, Luffy pense qu'elle n'existe pas. Il dit « Va savoir, un type a prétendu ça un jour et aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand des menteurs et ses descendants ramassent encore à cause de lui. » Là, immédiatement Luffy se bâtard et regarde Usopp. Il continue que cet homme c'est Norland, c'est son ancêtre, et que depuis l'histoire où ils ont été bannis et ont subi des moqueries, mais la lignée ne lui en a jamais voulu, parce que son aïeul était un homme d'une honnêteté rare. Il explique que dans le conte, on l'a tourné en ridicule en lui dessinant une gueule de con, mais en vrai, il paraît qu'il pleurait à chaudes larmes, mort, le cœur plein de regrets. Il dit que Jaya était sans doute l'île recouverte d'or et qu'il a défendu l'hypothèse que l'île a coulé à cause des mouvements tectoniques. Mais personne ne voulait le croire et il est mort sous les moqueries de la foule. Usopp demande si c'est pour laver l'honneur de sa famille s'il est là. La réponse de Cricket, énervé, est une cartouche de pistolet qu'Usopp esquive. Il dit que son ancêtre avait beau être comme il était, ça le regarde pas. Il continue en disant « Est-ce que tu peux imaginer ce que c'est de vivre en tant qu'enfant quand des gens apprennent ta descendance et qu'ils se mettent à se foutre de ta gueule parce que tu descends d'un belu ?» Il est vrai que de nombreux Mont-Blanc ont pris la mer pour laver leur réputation, mais aucun n'est revenu. Honteux de ses origines, il a pris la mer pour devenir un pirate, juste pour échapper à cette malédiction. Puis il a fini par atterrir sur Jaya par hasard. Il haïssait son nom, mais face à la réalité, aucun or sur l'île, il s'est dit que c'est le destin, et son équipage a fini par l'abandonner. Et son but, c'est pas de trouver l'or ou de laver la réputation de sa famille, simplement de connaître la vérité. Luffy demande « Mais pourquoi les singes sont là ?» Pour faire court, c'est des fans du livre, persuadés que Norland disait la vérité. Dès qu'ils ont entendu parler de Cricket, ils ont débarqué sur l'île il y a 5 ou 6 ans et ont décrété que ce serait leur boss. Bon, c'est pas des flèches, mais heureusement qu'ils sont là pour lui. C'est bien beau cette histoire, mais moi ce que je veux, c'est aller sur l'île, dit Luffy. Et Cricket explique que le seul qui a parlé de cette île, c'est Norland, et il donne le journal de bord à Nami. Dedans, on apprend qu'ils ont acheté un Waver, une sorte d'embarcation monoplace qui vient de l'île Céleste. Pendant que notre équipage fête la nouvelle d'avoir quelque chose de tangible à se mettre sous la dent, Montblanc et les frangins se disent qu'il y a moyen d'y aller. Et si on les laisse y aller seuls, c'est la mort. Ils vont leur filer un coup de main pour atteindre l'île Céleste. Chapitre 229. Bon, là c'est full explication et dialogue, pour pas vous perdre, je vais essayer d'aller au plus simple. Cricket rassemble tout le monde et annonce qu'il va raconter tout ce qu'il sait, mais que rien n'est sûr. Il commence par expliquer que parfois dans la zone, en plein jour, une partie de l'océan tombe dans la nuit. Notre équipage réagit en disant qu'ils ont vécu et ont même vu des géants. Montblanc répond qu'il y a une explication pour eux, mais c'est pas le sujet. La nuit est en fait provoquée par un groupement spécial de nuages nommé Imperionimbus. Et il provoque chi, ni courant atmosphérique, ni pluie. La théorie, c'est que ce sont des nuages fossilisés depuis des milliers d'années, et que si l'île Céleste existe, c'est là. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre le Knock-Up Stream et donc une chance d'y rester, parce qu'il y a quand même pas mal de chances de finir éclaté sur l'océan. Et se faire propulser par ça, c'est pas le truc donné à tout le monde. Surtout que les marins ont toujours cherché à l'éviter. Nami demande comment c'est possible un tel phénomène. Cricket explique que la théorie, c'est qu'il existe une cavité sous les fonds marins dans laquelle entre de l'eau de mer froide qui est chauffée par la chaleur souterraine, qui crée une pression colossale, qui à son tour crée l'explosion qui provoque une colonne d'eau ascendante pendant une minute, le Knock-Up Stream. Le phénomène se produit 5 fois par mois, mais jamais au même endroit, et s'il tombe pas sur un Imperionimbus, c'est la mort. Et si l'Imperionimbus, c'est pas l'île Céleste, ça sera sûrement le même résultat. Là, Usopp commence à se chier dessus en comprenant qu'il faut une sacrée chatte pour y arriver, disant même que le Going Merry est en piteux état. Ce que confirme Cricket, puis annonce que lui et les singes vont s'occuper de le préparer et de le consolider. Nami annonce que le problème, c'est qu'il reste un jour avant que le log pause se recharge. Usopp demande quand va avoir lieu l'alignement de l'Imperionimbus et du Knock-Up Stream. Demain midi, répond Cricket. Puis là, Usopp il brille, il dit « C'est trop louche, tu nous connais pas, pourquoi tu nous aiderais autant? L'endroit où personne n'est jamais allé, on pourrait s'y rendre comme par hasard, c'est trop beau pour être vrai. Comme t'es le descendant de Norland, y a aucune raison de te croire. » Gros blanc. Et Sanji et les singes annoncent qu'ils ont préparé le repas. Oui, comme il y a beaucoup de texte, ça fait une pause. Cricket reprend en expliquant que quand il fait nuit en plein jour, sur le territoire de Masira, le jour suivant, un Imperionimbus apparaît au-dessus des mers du sud. Et la prochaine apparition du Knock-Up est sûrement demain, et sûrement au sud aussi. Il peut pas confirmer, mais les chances sont hautes. Il conclut par « Je suis heureux d'avoir connu des timbrés comme vous, maintenant mangeons, vous êtes ici, chez vous. » Tout le monde se dirige à table, sauf Usopp qui s'en veut de sa lâcheté, et se confie auprès de Nami qui lui dit « Va t'excuser, ce qu'il fait. » Puis c'est la teuf, ça picole et Robin, un verre à la main, regarde la scène un peu excentrée avec le sourire. Alors qu'elle lit le journal de bord de Norland, Cricket arrive et cite la dernière phrase qu'a écrit son ancêtre avant de mourir. « J'ai vu l'or dans l'œil droit de la
tête de mort. Et il ne sait pas si c'est une métaphore de la ville disparue ou sa propre mort. Pendant que la fête bat son plein, sur le large, Bellamy arrive avec son équipage. Chapitre 230. La soirée bat son plein et on sent que certains sont morts-pilots. Cricket raconte un passage du journal de bord de Norland où il parle des cris d'un oiseau étrange et d'une cloche en or gigantesque. Puis il montre ses trouvailles. À force de plonger, il a réussi à réunir 3 lingots de cloche en or et une statue de Southbird, un oiseau qui existe vraiment sur cette île. Là, il se met à hurler, disant qu'il faut que notre groupe fonce vers la forêt au sud pour capturer l'oiseau en question. Pourquoi? Parce que demain, il leur faut naviguer vers le sud et ils ne peuvent pas s'orienter ce Grand Line. Et pour se rendre au sud, ils ont besoin de cet oiseau parce qu'il a la capacité de toujours indiquer le sud quoi qu'il arrive. Là, lui regarde Zoro en se foutant de sa gueule et lui dit: mais alors ça veut dire que t'as encore plus de teubé qu'un pigeon. Bref, pour résumer, pas de piaf, pas d'île céleste. Et pendant qu'ils vont le chercher, lui et les singes s'occupent de préparer le bateau. Une fois dans les bois, en pleine nuit, parce que sinon c'est trop simple, notre équipage est divisé en 3 groupes. Nami, Sanji et Usopp, et c'est suffisamment marquant pour être souligné, il y a des tarentules et v'là les insectes dans la forêt, et le seul qui n'a pas peur, c'est Usopp. Il laisse même les araignées lui monter dessus. Le deuxième groupe, c'est Robin et Zoro, qui lui dit: pour le moment, tu sembles vouloir cacher tes véritables intentions, mais je garde un œil sur toi. En réponse, elle lui dit: par contre, gros, tu retournes sur tes pas là. Et puis, on a Chopper et Luffy qui s'amusent à choper des scarabées et faire nappe. Ils finissent par trouver l'oiseau qui dit: je tuerai quiconque sèmera le trouble dans cette forêt. Au niveau de la demi-maison, on a un autre problème. Bellamy a débarqué avec ses hommes, passe aux forces simiesques pour récupérer leur or. Chapitre 231. Toute la putain de nuit, ils se font harceler par tout ce qui vit dans la forêt. Chopper comprend que ce déchaînement vient des ordres du Southbird. Au large, Bellamy et ses gars battent le trio et leur volent tout leur or. Cricket proteste en disant qu'il ne le mérite pas. Sarkis tente alors de le poignarder, mais Masira s'interpose et prend le coup à sa place. Chojo contre-attaque avec son sonar, mais Bellamy transforme ses jambes en ressort et rebondit directement sur lui, le mettant KO d'un seul coup. Alors qu'ils partent, il regarde Cricket et lui dit: grandis mon vieux, la cité d'or c'est un truc imaginaire. Si tu veux devenir un pirate de la nouvelle ère, tu dois savoir que les rêves ne se réalisent jamais. Minute Blanc-Bec, il va répondre: j'ai aucune leçon de piraterie à recevoir d'un merdeux qui n'a pas les couilles d'affronter ses propres rêves. En forêt, notre équipage est KO de la nuit qui viennent de passer et le Southbird se pose au-dessus d'eux. Et voici la traduction de Chopper: bande d'abrutis, vous avez vraiment cru pouvoir m'attraper? Puis il tombe de la branche. Robin a juste fait pousser des mains dessus pour le bloquer, elle avait juste besoin de le voir. Une fois de retour, notre équipage comprend que Bellamy est venu leur mettre une branlée pour voler leur or à Cricket et aux singes. Et il a même eu l'audace de détruire la maison et de marquer son territoire. En plus de ça, il a détruit l'avant du mairie. Montblanc se relève et dit: c'est Chi, maintenant que vous avez le Southbird, le plus important, c'est de réparer votre bateau pour vous faire partir dans moins de 3 heures. Malgré les protestations de Cricket et Nami, Luffy dit qu'il sera de retour avant le lever du jour. Il compte se rendre seul à Mocktown pour rendre visite à ce salopard. Chapitre 232. Un des hommes de Bellamy est Pilot en train de pisser dans la mer et le journal est livré à côté de lui. Il se rend compte que c'est finalement des avis de recherche et là, à cause de l'alcool, il met du temps à lire que Luffy et Zoro font respectivement 100 et 60 millions de berries. Pendant qu'il accourt au bar pour prévenir son capitaine, le nôtre court à travers la forêt pour gagner Mocktown. Les souvenirs bien ancrés et déterminés à mettre une branlée à Bellamy. En ville, alors que l'équipage se marre en se foutant de la gueule de Cricket et des singes, l'homme saoul débarque et annonce la nouvelle qui met sur le cul tout le monde, disant même que certains n'ont jamais rencontré une personne qui valait autant. Alors que la peur et la panique gagnent son équipage, Bellamy les rassure en disant: les gars, arrêtez-vous, j'ai humilié ces mecs devant vous. Vous avez déjà vu des pirates comme eux? C'est simplement des faux avis de recherche pour que les gens aient peur d'eux sans même combattre. Dehors, en haut d'un clocher, on entend hurler. Imaginez la réaction des gars de l'équipage qui viennent de vivre un ascenseur émotionnel. Mais Bellamy se démonte pas. Il sort persuadé qu'il va vaincre. Il saute à son tour sur la tour et Luffy lui dit: rends l'argent! Ouais. Désolé pour la blague, mais vous avez compris. Vous imaginez bien que pour Bellamy, c'est mort, parce qu'un pirate ne rend jamais son butin. Je m'en branle, va répondre Luffy. Cricket et les autres sont mes amis, alors je vais récupérer ce que t'as pris. Son adversaire se moque de lui. Tu sais au moins donner un coup de poing avant d'enchaîner. C'est pas en restant figé devant moi que tu vas faire quoi que ce soit. Ce matin, c'était différent, répond Luffy. Bellamy se marre et utilise ses jambes en ressort pour détruire le haut de la tour et annonce qu'il va lui faire la peau. Puis lui fonce dessus, mais Luffy esquive et atterrit sur la place. Puis, comme avec Roshio, il
transforme la place en une zone qui semble être bombardée. Les gens qui regardent la scène n'arrivent même pas à suivre Bellamy des yeux qui se fout de la gueule de Luffy en disant que lui et les trois guignols sont de la même espèce. Il est une honte pour la piraterie de croire des conneries d'un mec mort il y a 400 ans. Notre héros, calme, questionne. Tu voulais savoir si je pouvais donner un coup de poing? C'est ça? Bellamy charge, prêt à terminer le combat, annonçant « Fais tes prières, Mugiwara ». Et là, ce qui suit, c'est l'un des plus gros moments où un personnage pose ses couilles dans le manga. Luffy lève le bras et d'une simple mais colossale droite explose la boîte crânienne de Bellamy qui prend la forme du poing de Luffy. Son corps s'écrase au sol one shot. Chapitre 233. Silence total, plus personne ne rigole. Luffy veut qu'on lui rende les lingots d'or. La panique chez le menu fretin qui s'enfuit. Au niveau du bateau, tout le monde s'attelle à la réparation. Enfin, ça s'embrouille un peu, je vous mets les planches pour les plus curieux. Luffy sort avec le butin et Sarkis, qui souhaite au début le défier, lui demande où il va. Là-haut, répond Luffy en désignant le ciel du doigt. La veille, sur une île de Grand Line, qui est-ce qu'on retrouve? Baggy et son équipage dans une grotte qui cherche un trésor. Bon, comment change pas une équipe qui gagne? En fait, les idiots sont dans un chantier, un tunnel et même qu'ils participent au chantier. Bref, après qu'ils se rendent compte de leurs conneries, on les retrouve en mer parlant des nouvelles primes de Zoro et Luffy. Baggy dit que ça fait partie de son plan. Plus la prime augmente, plus il aura de renommée une fois vaincu. C'est bien mignon, mais tu vas t'y prendre comment si tu sais pas où ils sont? Demande Alvida. Puis, de manière complètement random, Ace apparaît et leur propose de leur indiquer où ils se trouvent. La petite histoire, c'est qu'il a senti l'odeur de la bouffe, c'est pour ça qu'il s'est incrusté sur le bateau. Au début, Baggy commence à être hostile, mais va vite changer de ton quand il apprend que c'est Ace au point ardent, second de l'équipage de Barbe Blanche. Baggy explique à ses hommes qu'au départ, il voulait capturer Ace qui s'est endormi pendant le repas, mais qu'il ne faut jamais s'en prendre à un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Cet homme était le seul à pouvoir rivaliser avec Roger. Il est actuellement le pirate le plus puissant du monde. Il est celui qui a le plus de chances d'obtenir le One Piece, et aussi si on s'en prend à un membre de son équipage, c'est la mort assurée. Alvida se demande comment ça se fait qu'ils le connaissent si bien. Il dit qu'il y a longtemps, il l'a rencontré en mer sur Grand Line. Puis Ace se réveille et c'est la fête. Sur la Terre Sainte de Maréjoie, on rencontre le Conseil des 5 doyens. C'est la plus grande instance du gouvernement mondial. Ils sont inquiets parce que apparemment Shanks a envoyé un message à Barbe Blanche et un rapprochement des deux équipages serait une catastrophe. Mais que Shanks n'est pas du genre à foutre la merde si on ne le provoque pas. Mais le plus urgent est de trouver un remplaçant à Crocodile et que si l'équilibre entre les trois grands pouvoirs doit être rompu, ce sera un grand problème pour tout le monde. C'est pourquoi, afin de lui trouver un remplaçant digne de ce nom, ils ont convoqué les grands corsaires. Ils regardent l'avis de recherche de Luffy en se disant qu'il faudrait bien garder un œil sur lui. Puis on découvre deux autres Shichibukai, Don Quichotte de Flamingo et Bartholomew Kuma, qui viennent d'arriver à Maréjoie. Chapitre 234. Dans le palais, un gradé est en train d'en étrangler un autre, mais il dit que son corps bouge tout seul. On rencontre Tsuru, la grande conseillère qui dit à Doflamingo: t'es un gentil garçon, arrête s'il te plaît. Ce qui le fait rire. Et comme un marionnettiste dans Naruto, il a l'air de contrôler les gens avec ses doigts. Il leur fait dégainer leurs armes et un homme dit: ça suffit, arrêtez et désolé pour le retard. Il s'agit de Sengoku accompagné de sa chèvre. C'est lui, le patron de la marine. Il dit: on peut commencer, déjà 2 corsaires sur 6, c'est déjà un miracle. Et à son tour, Mihawk arrive et dit: je suis surtout là en spectateur par curiosité. Un homme débarque qui est reconnu par Tsuru. C'est Lafitte, un ancien gardien de la paix, connu dans tout West Blue pour son extrême violence. Lui aussi est venu en tant que spectateur. Enfin, pas tout à fait. Il est venu ici pour proposer le nom d'un pirate qui est certes pas connu, mais qu'il souhaite recommander comme grand corsaire. Sur Grand Line, un nouveau venu dans l'équipage de Shanks se nomme Rockstar, avec une prime de 94 millions de berries. Il se trouve sur le bateau de Barbe Blanche pour lui donner une lettre. Document qu'il déchire en disant que le morveux, en parlant de Shanks, a pris la grosse tête, et que s'il a un truc à lui dire, qu'il vienne lui dire en face, et qu'il ramène de la bonne gnôle. Nous découvrons ainsi l'homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, alias Edward Newgate, qui est colossal avec une fière moustache, mais il est entouré de matériel médical et d'infirmières. Shanks reçoit un appel de Rockstar qui lui dit que le vieux souhaite le rencontrer en personne. Eh bien, qu'il en soit ainsi, et que si la marine compte l'en empêcher, il réagira en conséquence. De retour à Maréjoie, Lafitte propose le nom de son capitaine, Peach, comme prochain corsaire. Leur nom d'équipage est Barbe Noire, et qu'ils n'ont pas de souci à se faire. Très bientôt, ils feront parler d'eux. À Mocktown, la rumeur sur la défaite de Bellamy se répand, et l'homme que Luffy avait croisé au bar éclate Sarkis d'un coup pour l'avoir bousculé, puis annonce qu'il ne s'intéresse pas aux pirates de seconde zone, qu'il recherche un pirate de plus de 100 millions de berries et qu'il est temps pour eux de se faire un nom. On y découvre ses membres avec le catcheur Jesus Borges alias Champion, Van Auger alias Supersonic, Doc Q alias La Faucheuse et Marshall D. Teach aka Barbe Noire. Apparemment, c'est à Mocktown qu'ils doivent attendre Lafitte. Chapitre 235.
Notre équipage est en stress parce que Luffy a 46 minutes de retard. Il finit par arriver super content parce qu'il a capturé un Hercule sur la route. Puis il découvre le Merry en version coque. D'ailleurs, ils ont ajouté des ailes et des plumes de faucille. Oui, j'ai fait une recherche Google avec les mots comment tu appelles le plumage du cul d'un coq. Niquez-vous. Tout le monde va de son petit commentaire et Luffy rend l'or à Cricket qui, même s'il le dit pas, montre qu'il est reconnaissant. Puis notre héros remercie les gars pour le bateau avant d'embarquer en vitesse comme ils sont en retard. Les bateaux prennent le large pendant que Luffy et Cricket se disent au revoir. Et comme quoi, le sens de l'aventure est important, rien à foutre de la vie des gens. Puis on découvre le radeau bateau de l'équipage qui est à la poursuite d'une autre. Et ils veulent les atteindre avant qu'ils atteignent l'île Céleste. Les navires pour atteindre leur point ont quelques heures de navigation. Si les forces simiesques les accompagnent, c'est parce que grâce à leur capacité, ils pourront détecter le knock-up comme il apparaît jamais au même endroit. Là, les mecs commencent à casser les couilles au Saucebird. En gros, il est obligé de regarder en direction du sud et ça les fait bien délirer. Le piaf, vexé, traduit par Chopper, non mais je vais regarder ailleurs comme ça vous serez bien ken. Mais sa boussole naturelle le ramène au sud et les autres explosent de rire. Bref, l'Imperionabus est en vue, mais il est en avance et c'est un peu la panique parce que hormis Luffy qui dans sa tête dit que ça va bien se passer, les autres c'est clairement pas ça. Cependant, les augures sont bonnes, le log post pointe bien en direction du nuage. S'ils sont en panique, c'est parce qu'ils savaient pas que le début du knock-up, c'est un tourbillon immense qui attire de force Merry. Chapitre 236. Un monstre marin surgit pour attaquer le Merry, mais il est embarqué par les flots. Puis c'est au tour du bateau d'être embarqué dans le tourbillon pendant qu'il remercie les forces simiesques. La nuit, due au nuage, arrive et le tourbillon est trop puissant pour faire demi-tour. Enfin, si c'était voulu. Sauf pour Luffy qui a un giga smile pendant que les autres sont en train de se chier dessus. Puis d'un coup, ils sont dans le vide et le bateau tombe. Une fois à Merry, ils comprennent que le tourbillon a été aspiré par les profondeurs et se retrouvent comme si ça s'était pas passé. Enfin, Nami comprend que ça fait partie du processus parce que l'eau agit bizarrement. Là, l'équipage de Barbe Noire débarque pour obtenir la tête de Luffy à 100 millions de berries. Marshall est heureux que son plan soit en route. Luffy et Zoro découvrent leur prime alors que tout le monde se focalise sur les agresseurs. Les singes rappellent de se concentrer sur le knock-up qui arrive. Puis l'enfer se déchaîne. Une colonne d'eau ascendant déchire la mer et troue le ciel, faisant voler en éclats le navire de Barbe Noire. Cricket regarde la scène au loin comme une tour céleste de couleur bleue qui s'élève à travers les nuages. Tandis que les singes frangins leur souhaitent bonne chance, notre équipage navigue à travers le ciel à la verticale. Mais le bateau commence à se détacher de la colonne d'eau. Alors qu'il voit le monstre marin et des débris d'autres bateaux tomber dans les abysses en contrebas, ça commence un peu à paniquer. Et Nami ordonne d'hisser les voiles. Elle comprend que c'est pas une simple colonne d'eau, mais un courant marin qui monte. Tout le monde se jette sur sa tâche et là, le bateau vole, s'envole vers les cieux. Ils continuent leur ascension jusqu'à apercevoir l'Imperionabus et s'ils arrivent à l'atteindre, l'île Céleste sera de l'autre côté. Ainsi se termine l'arc de Jaya.